1763, la proclamation royale a été adoptée par le gouvernement impérial britannique suivant la conquête pour gérer sa nouvelle colonie. Cet acte-là ne reconnaissait aucun droit particulier pour les Canadiens français. Pour remédier à ça, le gouvernement impérial, en 1774, va adopter l'Acte de Québec. L'Acte de Québec prévoit plusieurs choses, notamment on va révoquer la proclamation royale. On va reconnaître dans le texte de préambule que la proclamation royale n'a pas été un succès pour les habitants de la colonie. Et ce qu'on va venir faire, c'est garantir la liberté de religion aux Canadiens français, qui à l'époque, eux, pratiquaient une religion différente que les Anglais, c'était la religion catholique. Notamment, on va leur redonner le droit civil, c'est-à-dire lorsque la colonie était encore la Nouvelle-France et était encore sous le régime français. C'était un code civil qui régissait les Canadiens français et c'est un droit qu'ils ont perdu lorsque la conquête a eu lieu. L'Acte de Québec sert à leur redonner ce droit-là pour pouvoir permettre de garder les us et coutumes que les Canadiens français avaient avant la conquête. Également, on va enlever l'exigence de passer le serment du test. Le serment du test, c'est un serment que toute personne qui voulait travailler dans la fonction publique devait passer, et notamment ce qu'il faisait, c'est qu'il devait prêter allégeance à la religion anglicane, ce qui n'est plus maintenant une nécessité, et ça facilite la vie des Canadiens français, puisqu'ils peuvent maintenant intégrer la fonction publique sans avoir à renier leur religion. Malgré le fait que l'Acte de Québec ne mentionne pas explicitement la langue française, on vient reconnaître le fait français en Amérique du Nord et on vient redonner aux Canadiens français certains droits dont ils bénéficiaient lorsque la colonie était française. Ça vient mettre la table pour le bilinguisme canadien qui va suivre. Le bilinguisme législatif est né à ce moment-là. Et c'est parce que c'est un acte qui a été lui-même traduit en français. C'est la première fois qu'on faisait ça. Elle a été traduite par un Canadien français, Maître Cugney, qui avait d'ailleurs milité pour son adoption et qui tenait à ce que les Canadiens français reprennent certains de leurs droits. Le premier acte à avoir mentionné explicitement une langue est l'Acte de l'Union. On y prévoit que seul l'anglais peut être utilisé dans la documentation officielle de la province du Canada. 8 ans après, grâce à des efforts par des Canadiens français, l'article de l'acte qui prévoyait cela va être abrogé. Ça va laisser une ouverture pour qu'on puisse utiliser le français dans la documentation officielle canadienne. À la naissance de la Confédération en 1867, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique est adopté. Cet acte se nomme aujourd'hui la Loi constitutionnelle de 1867. Cette loi rend officiel le bilinguisme canadien. Le Parlement fédéral et la législature du Québec peuvent utiliser le français et l'anglais dans le cours de leurs débats et doivent publier tous leurs documents, c'est-à-dire les pièces de législation, mais aussi les archives et les procès-verbaux, en français et en anglais. Plus tard, cette protection constitutionnelle du bilinguisme s'étendra à d'autres provinces. Depuis 1867, autant l'anglais que le français sont donc utilisés dans la fonction publique. Dans les années 60, il y aura une commission du gouvernement qui va recommander que l'anglais et le français aient un statut officiel au Canada. En 1969, la loi sur les langues officielles sera donc adoptée pour donner ce statut au français et à l'anglais. Par contre, ce statut n'est toujours pas constitutionnel, c'est-à-dire qu'il peut être aisément modifié. En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés est adoptée, protégeant constitutionnellement le statut officiel du français et de l'anglais. Ces langues deviendront aussi les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qui devient une province constitutionnellement bilingue. La Charte donne aussi certains droits linguistiques, comme par exemple le droit à l'instruction dans la langue de la minorité. Les droits garantis par la Charte sont inviolables. On ne peut pas les enfreindre, même par utilisation de la clause non-obstant, qui permet dans certains cas au gouvernement d'enfreindre certains droits. Donc, les droits linguistiques bénéficient d'une protection constitutionnelle absolue. Contrairement à certains droits, on ne peut en aucun cas les enfreindre. Le bilinguisme au Canada est aussi protégé par la Cour suprême, qui rend des décisions qui non seulement protègent les droits qui sont dans la Constitution, mais vient les interpréter pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est et c'est quoi leur contenu. Une décision importante en matière de bilinguisme est le renvoi sur les droits linguistiques du Manitoba. En 1985, le gouvernement du Manitoba a demandé à la Cour suprême du Canada « Est-ce que toutes mes lois sont invalides si elles n'ont pas été traduites en français? » La réponse de la Cour est catégorique « Oui ». La Cour suprême du Canada leur a donné un délai pour traduire l'ensemble de leurs lois depuis 1870, l'année d'inclusion à la Confédération, sans quoi cette dernière serait inopérante.
L'approche de la Cour suprême relativement au droit linguistique n'a pas été statique, elle a changé et évolué à travers le temps. Dans ses décisions initiales, la Cour suprême préconisait une interprétation restrictive des droits. Par exemple, dans l'arrêt Société des Acadiens, la Cour suprême du Canada a déterminé que le droit de s'exprimer dans la langue française devant les tribunaux n'incluait pas le droit d'être compris dans cette langue. Ça voulait dire que le juge n'avait pas à être parfaitement francophone. Un autre exemple est la décision McDonald, dans laquelle il a été déterminé que le gouvernement du Québec n'a pas besoin d'émettre des contraventions en anglais et en français. Tant qu'il utilise une des deux langues, la contravention est constitutionnellement valide. La Cour suprême a ensuite changé son approche. On retrouve des décisions dans lesquelles l'interprétation est plus libérale et téléologique. Un bon exemple est la décision May, dans laquelle il a été déterminé que le droit à l'instruction dans la langue de la minorité n'inclut pas seulement l'existence d'une école dans cette langue, mais donne un certain pouvoir de gestion sur cette école. Un autre exemple est la décision Beaulac, dans laquelle on a déterminé qu'un accusé en matière criminelle avait le droit à un procès bilingue, c'est-à-dire qu'autant le juge que les jurés devaient parler les deux langues officielles. En conclusion, le bilinguisme législatif canadien a évolué à travers le temps, autant par ses lois que par les décisions de sa Cour suprême, et continuera à le faire à travers les années.